Peu avant l'opération de Saint-Joseph, elle se met à tousser étrangement. Nadia est très fatiguée. Au début, elle pense que c'est son travail à la maison qui l'épuise, ou peut-être les suites de sa grossesse, car nous avons eu un troisième enfant, un garçon. Elle ne tient pas à avoir de médecin. Les vieilles habitudes ne disparaissent pas ainsi. Avec les enfants, elle ne lésine pas sur les visites médicales. Mais dès qu'il s'agit de se soigner, elle refuse de se déplacer. Depuis le départ du Douar, elle n'a jamais mis les pieds dans un cabinet médical. Elle ne voit pas l'utilité de consulter un médecin. C'est vrai qu'au Douar, nous n'avons pas coutume de faire appel à un médecin. Le réflexe n'est pas naturel. Les gens préfèrent se soigner avec les remèdes à base de plantes préparés par les vieilles femmes. Dans le pire des cas, le marabout prodigue les soins nécessaires. Nous n'avons pas confiance en la médecine des Européens. Plus certainement par ignorance de leurs pratiques que par allergie à leurs méthodes. Nous ne voyons pas non plus d'ailleurs la nécessité de la prévention. À vrai dire, nous soyons plus volontiers les bêtes que les hommes. Sous l'insistance répétée de notre entourage, elle finit par accepter. Après une radiographie des poumons, le médecin décèle une tuberculose et lui ordonne de se soigner en allant dans un sanatorium. Si j'ai beaucoup de mal à recevoir la nouvelle, Nadia, quant à elle, est littéralement abattue. Elle pleure pendant plusieurs jours. Elle s'en veut d'être malade, mais l'idée de devoir abandonner ses enfants est pour elle une catastrophe. Je tente de dédramatiser la situation, mais rien n'y fait. Toute la famille et tous nos amis font le siège de la maison pour essayer de la réconforter et de l'assurer de leur soutien. Cela dure 2 semaines avant que Nadia ne consente à partir au sanatorium. Les enfants sont couchés et elle m'annonce sa décision de partir. Seule, tu ne pourras pas t'en sortir avec les enfants, me dit-elle. Les garçons iront chez ma cousine Leïla. Quant à notre fille, j'aimerais qu'elle aille à Paris, chez Lucette. Tu crois qu'elle la prendra? Je ne sais pas, mais pourquoi l'envoyer si loin? Une envie. Je souhaite que ma fille ne manque de rien. Si j'avais été à sa place, j'aurais aimé partir là-bas. Je voudrais qu'elle voie du pays, qu'elle vive quelque temps avec une famille française. Le jour où nous rentrerons définitivement au pays, elle n'aura plus la possibilité de découvrir tout cela. Tu crois que Lucette acceptera de l'apprendre? Je ne sais pas. 8 jours après notre lettre, Lucette est à Marseille. Elle vient pour prendre la petite. Elle est ravie que nous ayons pensé à elle. Elle nous dit qu'elle a déjà tout organisé pour le séjour de la petite. Notre fille disposera d'une chambre et elle sera inscrite aussitôt dans une école afin de ne pas perdre son année scolaire. Lucette emmène notre fille 2 jours plus tard. Nadia pleure toute la journée. Arrive le dimanche du départ au sanatorium. Robert et Christine nous accompagnent en voiture. Gap n'est pas tout proche et le trajet dure du matin 6 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le sanatorium se trouve à proximité d'un petit village. L'établissement est agréable. Nadia est très bien reçue par la directrice de ce centre de cure qui s'emploie immédiatement à la rassurer. Peu avant l'heure du dîner, nous regagnons Marseille. La réunion avec le responsable du parti a lieu à l'île du Frioul. Nous devons y régler, entre autres, notre contentieux avec Ben Haddad. Il fait un temps magnifique. Cette Anne de Ben Haddad a la mine réjouie. Le haut responsable, frère Mourad, est un homme au visage rigide et peu avenant. Avant cette réunion, je pensais que Ben Haddad était un cas peu répandu sur la planète.
Je me trompais lourdement, car j'ignorais que Ben Haddad avait un maître à penser. Les deux hommes semblent faire partie d'une espèce humaine inconnue. Et la réunion est aussi sèche que leurs âmes. J'espère que vous réalisez les risques que vous me faites courir, nous dit froidement le frère Mourad. Je vous écoute, et soyez bref. Nous te demandons, frère Mourad, de nous donner un autre responsable de cellule, lui répond Yazid. La dernière opération a failli nous être fatale. Le frère Ben Haddad devrait avoir une autre affectation. Vous n'avez rien à demander, nous lance le frère Mourad. La révolution n'est pas à votre service. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Vous êtes au service du peuple. Aucun militant n'a le droit de dicter sa loi au parti. Vous avez des devoirs envers la révolution. Un point c'est tout. Le frère Ben Haddad est un excellent militant. Vous n'avez rien à lui reprocher. Me suis-je bien fait comprendre? Écoute, frère Mourad, lui dis-je, sérieusement échaudé par ce ton méprisant. Tu n'as pas à nous parler comme à des enfants. Si nous avons demandé à te rencontrer, ce n'est pas pour voir ta tête. Je te répète ce qu'a dit le frère Yazid. Le frère Ben Haddad n'est pas fait pour ce genre de travail. Vous pouvez l'affecter à des tâches qu'il sera mieux à même d'exécuter sans mettre en jeu la vie d'autres frères. Je vois, pendant que nos frères dans le maquis luttent héroïquement les armes à la main contre l'armée colonialiste, qui n'ont rien à manger, vous qui êtes en sécurité ici, vous avez des exigences. Vous avez le même comportement que ces traîtres messalistes. Votre attitude est indigne d'un révolutionnaire. Vous devriez avoir honte. Vous voulez aussi sans doute que le parti vous paye pour ce que vous faites. C'est la première et dernière fois que je veux entendre ça. Votre seul droit est d'exécuter les ordres que vous recevrez. Le frère Ben Haddad est votre supérieur et vous lui devez obéissance. J'espère pour vous que je n'aurai plus à y revenir. Voilà comment se déroule la réunion des dupes. Yazid ne trouve pas les mots pour qualifier la réaction stupide du responsable. Quant à moi, je me dis que la porte est ouverte à la dérive, à notre dérive. Joachim vient me voir un soir à la maison. Il m'invite à aller dîner dans un petit restaurant sur le Vieux-Port. Il lui arrive quelquefois de le faire sans raison, pour le plaisir. Mais ce soir-là, je le sens tendu. Je veux te demander un service, me dit-il. Je ne voudrais pas que tu t'engages à la légère. Je souhaiterais que tu prennes le temps de réfléchir avant de me donner une réponse. On se connaît suffisamment pour que tu saches que je ne me formaliserai pas si tu refuses. Tu sais que ma famille est restée en Espagne. J'ai appris dernièrement que ma mère est gravement malade. On dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Ma femme veut aller la voir et régler les détails de son inhumation. Je voudrais profiter de cette occasion pour sortir ma sœur et mon oncle du pays, avant que ça ne finisse mal pour eux. Ils sont en résidence surveillée, et il suffirait de pas grand-chose pour qu'ils retournent en prison. Quel est ton plan? Il est possible d'entrer clandestinement en Espagne, par les Pyrénées. Mais c'est ensuite ça se complique. Je suis connu dans la région en personne, et je ne suis pas à l'abri de la délation. J'ai besoin de quelqu'un qui entre discrètement en contact avec la famille. C'est très risqué. C'est pour ça que je t'en voudrais pas si tu refuses. Redouane est au Maroc. Il a fui Alger, car cela devenait trop dangereux pour lui. Il a rejoint la délégation du FLN à Casablanca, où il s'occupe des questions administratives du parti. Il a un poste très important, me semble-t-il. Il y a peut-être une autre solution, Joachim.
J'ai un ami dans la délégation du FLN au Maroc qui pourrait peut-être nous procurer des papiers marocains. Si ça marche, cela réglera bien des problèmes. Tu veux que je m'en occupe? Ton ami est sûr? Ton oncle est sûr? Madame Lilian enseigne à l'université. Lorsque je vois pour la première fois cette très belle femme aux allures de jeune fille de la haute société, je ne comprends pas grand-chose à ce qui m'arrive. 5 minutes avant la fin de mon travail sur les docks, Robert est venu me dire « Sacré Youssef, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de t'approcher de ma sœur. » Franchement, je vois pas du tout à quoi il fait allusion. Robert est un bon vivant qui adore plaisanter. Il me surprend toujours par ses réflexions. C'est encore le cas cette fois. Qu'est-ce que tu as encore inventé, petit cachotier? Tu ne m'avais pas dit que tu draguais les petites Françaises. Qu'est-ce que tu racontes, Robert? La charmante dame qui t'attend dehors, c'est moi qui l'ai inventée? La femme? Quelle femme? Dépêche-toi de te changer avant qu'elle ne parte. On ne fait pas attendre les jolies dames. La femme m'attendait effectivement dans le bureau de Robert. Monsieur Youssef? Me demande-t-elle. Oui, madame. Très bien, j'ai à vous parler. Vous pouvez m'accorder quelques minutes? Certainement. Elle remercie Robert et je la suis dans la rue de la République. Vous connaissez Rodouane? Me demande-t-elle. Oui, madame. Vous savez où il se trouve actuellement? À Alger. Mais pourquoi vous me demandez-vous cela? Vous êtes de la police? Elle rit. Non, grand Dieu. J'ai seulement quelque chose à vous remettre de sa part. Auparavant, j'aimerais être certaine de ne pas me tromper. Cela ne vous dérange pas si je vous pose des questions? Non, très bien. Allons-y. Que fait Rodouane? Il tient un magasin de vêtements. Vous aviez des amis communs à Alger? Oui, madame. Il s'agit d'Antoine et de Ramdan. Ils sont morts tous les deux pendant la guerre. Il y avait quelqu'un d'autre, un étranger peut-être? J'hésite quelques instants avant de lui répondre. Le fait de me remémorer brutalement ce souvenir me plonge dans la douleur. Je pense à Joseph, à Helmut. Elle vient de me retourner le couteau dans la plaie. Helmut. Il s'appelait Helmut. Il était allemand. Bon, je crois qu'il n'y a pas erreur sur la personne. Tenez, voici votre lettre. Je prends la lettre et l'ouvre aussitôt. C'est bien l'écriture raffinée et artistique de Rodouane. Il m'explique qu'il a été obligé de quitter Alger et qu'il s'est installé au Maroc. J'arrête là la lecture car il y a plusieurs pages manuscrites. Je mets la lettre dans ma poche en me demandant pourquoi elle a atterri chez cette dame. J'ai oublié de me présenter, me dit-elle, je m'appelle Liliane. Dorénavant, vous recevrez le courrier de votre ami par mon intermédiaire. Vous devez lui écrire. Vous passerez aussi par moi. C'est une simple mesure de sécurité car la police ouvre le courrier des Algériens. En rentrant chez moi, je prends tout mon temps pour lire attentivement la lettre de Rodouane. Il me décrit sa nouvelle existence. Il aime bien le Maroc, qu'il trouve attachant et semblable à bien des égards à l'Algérie. Néanmoins, il souffre de l'éloignement et me parle de sa nostalgie d'Alger. Rodouane est profondément attaché à sa ville natale, je le sais. Je l'ai invité je ne sais combien de fois à venir au Doha, mais il n'a jamais voulu s'éloigner d'Alger. Sitôt qu'il perd de vue la Casbah, l'angoisse l'étreint. Pour le reste, il se contente de me décrire vaguement son travail orienté essentiellement sur les questions administratives. Quelque temps plus tard, je lui fais parvenir une lettre dans laquelle je lui laisse entendre mon intention de venir le voir. J'ajoute simplement que je dispose de quelques photos que je souhaite encadrer soigneusement pour un usage personnel. Je lui explique qu'un voyage en Espagne me ferait le plus grand bien
et enfin que ma famille m'accompagnera. Je reçois une réponse rapide et sans équivoque. Il m'informe que ma famille peut compter sur ses services, mais que je dois venir à une date fixe. Il m'indique l'horaire d'un bateau pour Casablanca. Je fais part de ces informations à Joachim, qui est tout heureux. Nous nous organisons pour une petite expédition au Maroc. Seul Ben Haddad me cause quelques soucis. Il n'a pas apprécié que je m'absente pour une dizaine de jours. Mais fait plus grave, il a monté une opération dans le quartier de la Belle de Mai, malgré notre objection formelle. Il s'agit de mettre le feu à la boutique d'un commerçant qui refuse de s'acquitter de l'impôt révolutionnaire. Prétextant l'urgence de l'opération, il a maintenu l'opération malgré mon absence. Je ne pars pas tranquille. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.